Donc, on va commencer tous ensemble. Vraiment, merci sur un thème aussi attendu, je vais dire. Je ne plaisantais pas quand je disais ça fait au moins 45 ans qu'on parle de simplification administrative. Et à chaque nouveau gouvernement, même quand il dure 3 mois, on nous ressasse les oreilles avec la simplification, sans la faire, bien entendu sans la faire, surtout sans prendre les bons benchmarks. Donc on est tranquille si on va demander à un directeur général de CHU de nous faire un plan de simplification de son organisation, vu qu'il sort de l'école de Rennes et qu'il n'a jamais fait d'école de management. Je suis désolé, mais autant dire les choses comme on les pense. Ça s'appelle du benchmark négatif, ça. C'est pas du benchmark, c'est de la médiocratie en bande organisée. Et, euh, et je pense qu'avec ces quelques mots, j'ai lancé le débat. Je vais passer tout de suite la parole à Oui, Sophie pour qu'elle nous parle justement de simplification administrative. Parce que quand on est dans un centre de lutte contre le cancer, la différence avec un hôpital qui peut se permettre de demander 19 milliards quand il est déjà en- on va dire en perte d'argent, c'est qu'il n'y a pas cette latitude-là, ni à la FHP, ni à Unicancer. Sophie, je te passe tout de suite la parole. ok, ok, merci. Le cadre est posé. Alors moi, je précise, j'ai fait l'école de Rennes, mais j'ai aussi fait une école de management. Enfin, j'ai fait l'université Paris-Dauphine également. Et effectivement, je connais les deux systèmes parce que j'ai exercé à l'hôpital public et puis maintenant, depuis plus d'une quinzaine d'années, dans les centres de lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, je suis déléguée générale de la fédération Unicancer qui représente les centres de lutte contre le cancer, établissement effectivement privé à but non lucratif. Ce qui fait, comme tu le soulignais, Olivier, notre spécificité, mais il y aura peut-être des questions là-dessus. En première intention, moi, je voulais revenir effectivement sur la vision que notre fédération et les centres de lutte contre le cancer portent de la simplification. Alors déjà, on a vu que c'était possible, la simplification. On l'a vu pendant la crise Covid. C'est vrai que on est aux 5 ans de la crise Covid et on avait vu à ce moment-là, et on a d'ailleurs plusieurs fois échangé entre nous, notamment avec la mine, que c'était possible de pouvoir avoir des fast track pour les essais, c'était possible de pouvoir simplifier la façon dont on pouvait autoriser de manière souple, on s'en souvient, des lits supplémentaires de réanimation, etc. Donc cela nous a montré que c'est possible et du coup ça nous donne encore plus envie et une forme d'impatience pour que ce qu'on a pu éprouver à ce moment-là de positif puisse être pérenne, en fait, tout simplement. Et puis, il y a tout simplement urgence, on le sait. Alors, en particulier en cancérologie, doublement de l'incidence des cancers depuis 30 ans, une compétition aussi internationale que je qualifierais de féroce en matière de recherche clinique, qui fait que, je dirais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour que l'innovation puisse être accessible aux patients sur l'ensemble du territoire, qui est le combat que nous portons avec d'autres acteurs et en particulier, je pense, aux associations de patients. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer dans le concret. Alors, c'est quelque chose sur lequel on se bat, tout simplement, je dirais, dans trois domaines. Le premier, c'est justement la simplification, notamment de tout ce qui est réglementation, qui concerne en particulier l'accès à l'innovation et la possibilité de conduire des recherches, en particulier la recherche clinique, le plus aisément possible, dans le cadre de la compétition internationale que j'ai évoquée. La deuxième chose qui nous préoccupe et qui est liée à la première, c'est les délais. Comment peut-on s'assurer que les délais de validation des essais cliniques notamment, mais délais aussi plus largement de validation des projets innovants et pas qu'en matière de recherche, innovation organisationnelle également, puissent être, je dirais, conservateurs de la chance même de réussir de ces projets, puisqu'on le sait, les progrès scientifiques et techniques s'accélèrent et il y a eu des progrès en 5 ans, j'y reviendrai, mais on peut encore mieux faire à notre sens, dans le traitement des projets, notamment des projets innovants. Et puis la troisième priorité pour nous,
c'est sans doute, on en parle souvent d'ailleurs entre fédérations, une fois de plus, la méthode même que l'on peut avoir de pilotage à la fois national et sur les territoires, et notamment méthode aussi de conduite en fait des réformes du système et je reviendrai sur ce point. Alors le premier point qui concerne en fait tout ce qui permettrait une simplification des process. Alors nous y travaillons beaucoup, Unicancer, au maximum en co-construction avec tout, je dirais, tous les acteurs qui veulent travailler avec nous, tous les partenaires et il est à noter un progrès parce que je pense qu'on n'est pas là que pour dire, râler et dire ce qui ne marche pas. On peut aussi souligner les progrès. Et indéniablement, par exemple, la création de l'Agence de l'innovation en santé, pour laquelle nous avions été un des acteurs, bien sûr, à être supportifs dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, est pour nous un vrai plus, car ça nous permet d'avoir un interlocuteur qui comprend les problématiques que j'ai évoquées et peut les relayer à un certain nombre d'acteurs et être force de proposition. Et on voit ce rôle, par exemple, actuellement, très compliqué, très simplement, pardon, dans le projet de loi simplification de la vie économique qui a été adopté au Sénat et qui maintenant va être présenté à l'Assemblée nationale, dans lequel il y a un certain nombre de mentions qui ont été travaillées dans des groupes de travail en co-construction dans le cadre de l'Agence de l'innovation en santé et qui portent donc sur des items très concrets qui vont permettre de faire progresser la recherche clinique. Je pense en particulier aux recherches dites hybrides avec des bras de contrôle, des bras témoins, le fait aussi qu'on développe tout ce qui est une recherche décentralisée qui va permettre de développer la recherche clinique aussi au domicile même des patients. Et donc, le texte fait évoluer la notion de lieu de recherche vers une notion de territoire de recherche, par exemple. Donc, il y a des avancées concrètes, si le texte, bien sûr, est adopté en l'état, qui vont permettre de simplifier, je dirais, la vie des chercheurs au quotidien. Donc ça, c'est quand même très important. Mais il reste encore des mesures sur lesquelles on doit travailler. Je pense par exemple à tout ce qui concerne le e-consentement, où nous sommes plusieurs acteurs à demander à la CNIL que, par exemple, le consentement dématérialisé fasse partie des méthodologies de référence de la CNIL pour pouvoir simplifier et faciliter le e-consentement. Bien sûr, il faut prévoir toujours le papier pour toutes les personnes qui ne sont pas en mesure de dématérialiser leur consentement, mais le e-consentement doit devenir une méthodologie de référence pour permettre de le généraliser, de le simplifier. C'est des sujets sur lesquels on est en pointe et en discussion qui sont très importants. Donc, vous le voyez, il y a de nombreux sujets. Évidemment, cela nécessite de travailler, comme je l'ai dit, sur les délais. Alors, je prendrai deux exemples très concrets. Très concrets. Là encore, il y a eu un travail important qui a été fait par plusieurs acteurs, par les CPP concernant la validation des essais cliniques, mais à notre sens, et on a fait un certain nombre de propositions, on pourrait encore aller plus loin pour rendre en fait ce process plus efficient. Je rappelle qu'aujourd'hui, en oncologie, par exemple, au niveau européen, la France occupe la troisième position derrière l'Allemagne et l'Espagne. Et l'Espagne est en deuxième position en premier lieu parce que les délais de validation des essais cliniques sont plus rapides que chez nous et que donc cela induit une orientation en fait vers l'Espagne pour réaliser des essais cliniques, alors même que la France a toute l'expertise. Donc pour nous, c'est vraiment une priorité absolue. En deuxième lieu, concernant les délais de traitement, je dirais, des projets innovants, je pense qu'on peut encore mieux faire. Alors, nous nous astreignons, comme d'autres acteurs ici présents, à être force de proposition. Parce que c'est pas tout de dire il faut améliorer les choses, encore faut-il avoir des projets concrets qui permettent d'améliorer la coordination des acteurs pour la prise en charge, de pouvoir porter des innovations. Et il y a un certain nombre de projets que l'on porte. Voilà, ça fait 5 ans que je suis déléguée générale, donc depuis 5 ans, un certain nombre de projets que nous portons. Et force est de constater que les délais en fait, de traitement de ces projets engendrent une certaine frustration. Alors, pas que de la déléguée générale, je dirais, et surtout
des professionnels qui les portent. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage, en fait, parce que quand on fait des projets innovants d'une certaine ampleur, on sait qu'il faut embarquer beaucoup d'acteurs et qu'il faut avoir une force de conviction pour les convaincre de s'embarquer dans quelque chose qui va être en plus de leur charge quotidienne déjà très lourde et dont on sait que ça peut avoir une utilité, mais que c'est quand même à moyen terme. Je prendrai l'exemple des articles 51. Euh, on considère que ça a le mérite d'exister et que cela permet, les articles 51, d'expérimenter des financements qui sont donc dérogatoires de la tarification à l'activité et qui vont permettre de construire vraisemblablement le système de financement et donc l'organisation des soins de demain avec un financement au forfait qui permet de récompenser entre guillemets l'intervention de chaque acteur, qu'il soit professionnel de ville ou en établissement de santé. Mais c'est vrai que le traitement des dossiers, puis après le temps d'évaluation, etc., fait qu'on peut craindre qu'un projet qui était innovant il y a 5 ans l'est moins au bout de 5 ans. Je prends l'exemple de chimio orale à domicile, qui est un article que nous lidons, dans lequel ils sont embarqués plein d'acteurs, dont les pharmaciens d'officine, médecins, infirmiers libéraux. On a terminé au bout de 3 ans cette expérimentation. On attend l'évaluation qui a été décalée de plusieurs mois. Puis après, il y a une période d'1 an, je crois qu'il y a une période probatoire, puis après une généralisation. Alors même, bien sûr, que cet article, enfin, cette expérimentation, pardon, il permet d'améliorer la coordination entre les acteurs euh, pour des chimios orales prises à domicile pour les patients. Donc c'est un véritable enjeu, bien sûr, de santé publique. Et donc il y a une forme d'impatience et une demande et une volonté de pouvoir accélérer ces process. Tout comme on a déposé un projet, pour donner un autre exemple, qui permet la prévention envers les personnes à haut risque de cancer, qui était porté à l'origine par Gustave Roussy, dans le cadre de l'article 51, puisque c'était le vecteur que l'on nous avait donné, comme on dit, et il est en cours d'examen depuis 18 mois. Et alors là, je crois que ça va s'achever, je l'espère. Et c'est très important parce qu'on sait que 40% des cancers sont évitables et que le fait de pouvoir cibler les personnes à haut risque de cancer va permettre quand même de pouvoir éviter des formes et des cas graves de cancer et que c'est un programme qui est très robuste en plus sur le plan scientifique, comme l'a précisé et reconnu l'INCa. Donc vous voyez, il y a ces projets qui embarquent les professionnels, qui ont du sens et qui, à mon sens, mériteraient un fast track pour pouvoir mettre en œuvre des innovations plus rapidement. Euh, et c'est possible, puisque nous avons par exemple porté avec la FNEAD un projet sur les chimiothérapies à domicile en HAD, et ça n'a pas été un article 51. Aurélien Rousseau, quand il était ministre de la Santé, l'avait inscrit, avait fait en sorte qu'ils soient inscrits dans la loi de financement de santé de la sécurité sociale 2023 comme une expérimentation avec un appel à candidature, mais pas un article 51. Le décret vient d'être signé par Yannick Neuder et ça va pouvoir être mis en œuvre en 2025. Donc il y a eu un petit délai entre la loi et les décrets, mais en tout cas, l'expérimentation va pouvoir démarrer et être évaluée, bien sûr, en 2025. Et ce genre d'expérimentation permet de faire bouger les lignes et de décloisonner ce que l'on appelle tous de nos voeux, compte tenu en plus des besoins de santé publique que l'on connaît. Et enfin, pour pas être trop longue, c'est vrai que comment dire, une méthodologie assez simple en matière de réforme nous paraît importante. C'est vrai que, par exemple, moi, j'étais un peu étonnée quand j'ai pris mes fonctions de délégué général de voir que on était auditionné à de nombreuses reprises par l'IGAS, par la Cour des comptes, et on essayait à chaque fois tous de contribuer du mieux que nous pouvions. Et effectivement, les rapports de l'IGAS ne nous sont pas toujours restitués. Et par exemple, il y a 2 ans, on a été auditionné à de nombreuses reprises sur la réforme de la T2A. Je crois que c'était une mission d'appui de la DGOS qui avait été faite par l'IGAS. Et c'est vrai qu'on a fait
propositions, notamment tous, sur justement le financement, avec des choses assez concrètes. Et on n'a jamais eu de restitution de ce rapport qui, je pense, établissait un bilan de la T2A travaillé par une mission IGAS en co-construction avec les personnes qu'ils avaient auditionnées quelque part. Et je trouve ça dommage personnellement qu'on ne puisse pas partager en fait parfois ces travaux qui nous permettraient de partir tous d'un bilan en fait dont on pourrait débattre mais qui serait partagé pour pouvoir après construire de la manière la plus partenariale possible des réformes qui, du coup, là encore, peuvent avoir du sens en fait pour les professionnels, puisque nous, fédération, après, on peut encore mieux les accompagner et les restituer à nos adhérents. C'était pour donner un exemple, mais j'espère qu'on va pouvoir appliquer cette méthode, par exemple, justement, dans les discussions qui vont démarrer sur le protocole de pluri-annualité. Et puis, je trouve que, par exemple, qu'il y a quelque chose qui avait été très bien fait, justement, dans le cadre du CSIS, qui était d'avoir défini. Alors après, l'évaluation, enfin, c'est une chose de les définir, c'est autre chose de les évaluer, de définir un certain nombre d'indicateurs de suivi très précis des orientations qui avaient été prises suite au rapport du CSIS et de pouvoir suivre ces indicateurs qui avaient été définis en fonction des priorités établies et de pouvoir se poser les questions de pourquoi on n'a pas atteint cet indicateur ou de le corriger est très important et mériterait d'être appliqué systématiquement quand on envisage une réforme. Et enfin, pour terminer, ce pilotage et doit aussi être amélioré sur les territoires. Et c'est vrai que, par exemple, les centres de lutte contre le cancer, nous sommes 100% service public, rappelons-nous, sans activité libérale. Et pour autant, nous avons parfois, par exemple, des difficultés. Nous ne sommes pas, par exemple, dans les CXOS, les commissions qui sont au niveau régional, qui décident des autorisations. Alors que, évidemment, les centres de lutte contre le cancer ont des équipements lourds. On a demandé à plusieurs reprises de pouvoir être comme toutes les autres fédérations autour de la table. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. C'est ces petites choses qui font que là encore, c'est dommage, puisque le but, c'est d'être le plus possible autour de la table pour pouvoir échanger. Et il n'y a pas non plus toujours, et c'est très hétérogène entre ARS, de restitution transparente de la façon dont le FIR, par exemple, le Fonds d'intervention régional, est utilisé et attribué aux différents projets. Et du coup, cela nuit sans doute, là encore, au dialogue et à la possibilité d'être partenarial. Bref, pour simplifier, il faut au maximum être dans l'équité de traitement, et ça sera mon dernier mot, l'équité de traitement entre les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, puisque nous sommes tous porteurs de missions et engagés, je pense, pour améliorer le système. Merci Sophie pour cette présentation que je trouve extrêmement positive, mais qui me laisse quand même un goût amer dans la bouche, parce que ce que tu dis sur un certain nombre de sujets, c'est des petites vexations, et c'est aussi de grands manques de pertinence. Et à l'heure actuelle, c'est surtout de la perte de chance pour les malades. Donc ça, c'est quelque chose, quand même, quand on met 2 ans pour juger d'un article 51 sur la chimiothérapie orale, il y a quand même quelque chose là il y a un manque de prise en compte des besoins des malades qui me semble être flagrant. Est-ce que c'est plus simple avec le modèle des CLCC d'apporter des points positifs de simplification, ou est-ce que, au contraire, ça pose encore d'autres problèmes? Ah, si on parle du modèle lui-même des centres de lutte contre le cancer, moi je trouve qu'il est efficient. Enfin, ouais, c'est logique vu que je porte, je porte ce modèle quelque part en étant délégué général, mais je le trouve intéressant parce que ce sont des ESPIC. Et je sais que Gérard Vincent communique souvent sur le fait qu'il faudrait potentiellement faire évoluer la gouvernance des hôpitaux publics enfin le statut vers un statut d'ESPIC. Donc être ESPIC, c'est être privé. Être privé, cela inclut effectivement d'avoir sans doute
comment dire, une plus grande incertitude sur son avenir. Si la situation financière se dégrade, c'est l'avenir même de la structure qui est en jeu, mais en même temps, cela, du coup, oblige, je dirais, l'ensemble des professionnels à être embarqués dans cette responsabilité. Et on voit que cette fragilité est réelle, hein, avec l'Institut mutualiste Montsouris, par exemple, actuellement, qui est en difficulté. Mais ça oblige. Le fait aussi que les professionnels aient un contrat de travail, tout simplement, cela aussi, et des entretiens annuels d'évaluation avec des objectifs, est quelque chose d'important. Et puis la gouvernance des centres, plus, plus spécifiquement, elle est intéressante parce que effectivement, il y a un fonctionnement collégial avec le directeur général qui est un PUPH et qui a un mode de sélection qui fait que il y a pas mal d'étapes qui font qu'il a à la fois une vision scientifique et des qualités, je dirais, managériales, en binôme avec un directeur général adjoint ou une directrice d'ailleurs, qui sont pour la plupart issus de l'école de Rennes. Et puis un fonctionnement aussi qui est avec une forte délégation de gestion et surtout confiance qui est faite aux pôles médicaux. Enfin, ce sont des départements souvent dans les CLCC, donc ça fonctionne bien. Bref, une gouvernance qui est à la fois, je trouve, assez simple, mais avec des circuits aussi hiérarchiques qui sont très clairs. Les chefs de département sont nommés par la direction pour une durée déterminée. Et puis une taille aussi, je pense que ça c'est important, une taille qui est à taille humaine, entre 800 salariés et 4000 pour le plus grand comme Gustave Roussy, et puis fédéré bien sûr autour d'un projet qui est très clair, hein, qui est l'amélioration de la prise en charge des patients, le continuum entre recherche, notamment recherche fondamentale, translationnelle, jusqu'à la recherche clinique. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très important dans notre activité de pouvoir proposer au maximum la recherche clinique aux patients qui peuvent en bénéficier. Merci beaucoup. Passer la parole à Lamine maintenant. Alors Lamine, par rapport au constat de Sophie, et je crois que tu as 14 points de propositions à nous faire part. Mais écoute, tu as toute l'attitude pour nous les exposer. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que moi j'ai adoré ma santé 2022. Ça n'a rien donné. J'ai adoré le Ségur, les quatre piliers, ça n'a rien donné. J'ai adoré le Conseil national de la refondation, le CNR, ça n'a rien donné. Et là, je suis en train d'expliquer que je veux simplifier et que je veux encore investir dans la santé. Franchement, je pense que je suis barjot. Et je pense que je commence ou à vieillir ou à fumer la moquette. Alors, tu es sollicité, Sophie, par l'IGAS-IGF. Moi, je suis sollicité 2 fois par mois par l'IGAS, par l'IGF, par la Cour des comptes, pour des enquêtes, mais absolument extraordinaires, percutantes, pertinentes. Bien sûr, j'ai quand même accès aux conclusions parce que notre contribution, elle est tracée, mais je n'en vois jamais les effets, mais jamais. Alors là, si tu veux, c'est extraordinaire. Ça fait quelques années que je suis dedans, mais le mouvement s'accélère vraiment. 2 fois par mois. Et j'ai encore reçu une aujourd'hui. Alors, je ne sais plus sur quoi c'était, mais voilà, c'est évaluation de la politique publique sur la qualité des soins dans les établissements de santé. Sollicitation d'un entretien, monsieur machin, conseiller maître, Cour des comptes, 6e chambre. Voilà. Mais c'est 2 fois par mois. Et je vais répondre, c'est le 8 avril, je vais passer 1 heure en visio. Voilà. Mais je continue. Alors, à la fédération, et merci Béatrice, merci Marie-Claire, on a bossé là-dessus, mais sur des sujets très pratiques. Voilà, très pratiques parce que nous, on veut du résultat. Ben, comme toi, Sophie, tu veux des résultats, ça c'est évident. Comme tu dis, alors toi, tu as la vertu, hein, tu es public et tu as la souplesse du privé. Je rêve un peu de ce modèle. Il manquerait plus que moi que je puisse juste continuer à pouvoir réemployer mes excédents comme je le souhaite et on aurait comme ça la vertu tous les deux. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin d'aboutir parce que toi, je crois que tu te bats pour avoir un secteur 2 parmi tes médecins. Alors tu vois, voilà, on va se rejoindre sur les différents points. Alors on a réfléchi avec les équipes et il y a 4 points.
Le premier, c'est amélioration de l'accessibilité aux soins sur les territoires au bénéfice des patients. Quand je dis ça, c'est du creux. Bon, voilà, c'est du creux, tout le monde est d'accord. Alors, mais par contre, il y a deux thématiques. L'accessibilité aux soins, bénéfice des patients. Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'adore, c'est les ARS. Les ARS, il faut sauver le soldat ARS. Parce que tous les partis politiques, sauf LFI, alors moi je vais voter LFI parce que je soutiens les ARS, veulent tous les supprimer. Ils veulent tous revenir à la préfectorale que j'ai connu moi. C'est l'intérêt de faire du syndicalisme depuis 30 ans, ouais, 35 ans bientôt. J'ai vu parmi les présents, c'est affectueux, mais quelques anciens dont je fais bientôt partie, j'ai connu la préfectorale, j'ai connu les amendes tarifaires, j'ai connu les contrôles des services du préfet, etc. Bon, ben, ça marchait pas mieux, hein. Ça marchait pas mieux. Et puis aujourd'hui, les préfets, ils ont tellement de soucis avec la sécurité, avec l'ordre, que franchement, leur mettre la santé en plus, ils vont donc déléguer un préfet santé qui s'appelle un DG d'ARS, et ce sera pareil. Alors moi, je dis, il faut sauver les ARS. Par contre, il faut qu'ils arrêtent de s'occuper de l'hôpital public. Voilà, la tutelle administrative des hôpitaux publics, il y en a marre. Il y en a marre. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que sinon, moi, je vais demander à mon DG d'ARS de venir m'évaluer dans mon groupe. Et puis, quand j'ai un souci, je vais dire, monsieur le directeur, madame la directrice, venez m'aider. Non, ils arrêtent et ils se recentrent sur la régulation, c'est important, l'équilibre équitable et le contrôle. Voilà, le contrôle. Il y a plein d'établissements aujourd'hui qui sont non certifiés, dans ma fédération aussi. Franchement, il faut qu'ils dégagent, quoi. Voilà, il faut qu'ils dégagent. Un établissement non certifié public-privé. Alors, j'espère que tu n'en as pas des non certifiés, Sophie, sinon, je Non, vais on est tirer. plutôt des très bons élèves. Bon, voilà, c'est sûr, quand tu as 20 établissements à gérer, c'est plus simple que quand tu en as 1000. Donc, statistiquement, si tu en as un qui est non certifié, ça te fera 5%. Mais il Nous, n'y on en n'est a pas. pas. Il n'y en a pas. Mais ça va t'arriver un jour, il n'y a pas de raison. Donc, si tu veux, il faut que ceux qui sont non certifiés, que l'ARS fasse son rôle de police et dégage. Bon, voilà, ça, c'est l'accessibilité et l'égalité des patients. Tu en as parlé, Sophie, l'innovation. Et moi, l'innovation, j'en ai plein le dos, quoi. Mais plein le dos pour bouger une virgule. Alors, je ne parle même pas des cotations de nos amis médecins. Pour bouger une cotation, c'est des années de grattage de tête et d'engueulot entre eux. Alors là, c'est la folie. Mais l'innovation technologique, moi, j'en parle toujours. Et ça va parler, et je prends cet exemple pour nous les garçons, la chirurgie du robot sur la prostate. Je suis désolé, si je dois me faire opérer par un chirurgien urologue, je préfère que ce soit avec un robot. Et pour avoir ce robot, eh bien, il faut payer. Nous, les cliniques, vous, les hôpitaux et les autres. Et on ne rentre pas dans nos frais de procédure. Je ne sais même pas parler d'avoir une marge sur l'opération. C'est quand même logique d'avoir une marge sur l'opération. On perd entre 1 500 et 2 000 euros sur un acte de robot. Est-ce que c'est normal? Eh non, parce que ça induit une inégalité d'accès aux soins, c'est-à-dire que la clinique ou l'hôpital qui est riche et qui peut se payer un robot, qui est riche, c'est façon de parler, qui fait l'effort, on va dire, de se payer un robot, il va offrir à une population, je dirais, un service que l'autre établissement ne peut pas donner. Donc, inégalité des chances par rapport à cette innovation. Donc là aussi, il faut vraiment commencer à crier fort parce que c'est pas normal. Donc, accessibilité et innovation. 2, augmenter l'attractivité des métiers et des carrières au bénéfice des professionnels de santé. Alors, je vais prendre des exemples très simples. Les pharmaciens. Moi, je suis pharmacien. J'ai écrit à mon directeur d'ARS, que vous connaissez tous, qui est Didier Jaff. Dans mon groupe, j'ai 6 pharmaciens non diplômés du fameux DES. 6. Alors, ils sont sympas, ils acceptent de venir travailler dans mes PUI, parce que peut-être c'est moi, parce que je suis pharmacien gérant de 2 établissements. Je ne sais pas si vous imaginez, je suis pharmacien gérant de 2 établissements, un de psychiatrie, j'aime bien la psychiatrie, et un MCO, distant de 100 km. Donc le matin, je suis en psychiatrie, et l'après-midi, je suis en MCO, dans ma PUI. Donc vous avez bien compris que je n'y suis pas, et j'ai donc des collaborateurs, pharmaciens assistants, qui n'ont pas le droit d'exercer. Alors, il faut simplifier. Et là aussi, j'ai écrit au DG d'ARS. Il va me répondre, j'espère, avec une dérogation. Mais entre-temps, j'ai un contrôle de l'ordre des pharmaciens. Donc, je serai, c'est le 4 avril au matin, à 9h30, si vous m'appelez, je serai avec l'inspection et je vais expliquer qu'on marche sur la tête. Donc, les pharmaciens, il faut qu'on puisse embaucher des pharmaciens Bac+6 pour nos pays. Il faut que les PADU, ces fameux PADU, moi, ça me fait une peine immense parce que d'une part, ce sont des médecins, je dirais, qui sont la plupart francophones, avec une formation qui est reconnue
en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et ils ne peuvent pas exercer. Du moins, ils exercent dans les hôpitaux publics, et chez nous, ils ne peuvent pas exercer, ils n'ont pas de statut. Donc, il faut que les PADU ils soient reconnus comme le bon médecin polonais, roumain ou italien qui, je dirais, arrive chez nous et qui dépeuple les territoires européens qui ont besoin de médecins. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Donc, il faut que les PADU aient un statut. Pharmacien, PADU. Après, il faut organiser les formations aux professions de santé en bloc de compétences pour pouvoir fluidifier les carrières et les profils, qu'on ait une évolution. Ça me paraît important. Il faut qu'on puisse ouvrir l'apprentissage à toutes les professions réglementées. Après l'apprentissage, nous, le souci qu'on a, c'est quand on prend une infirmière, il n'y a pas de dédié formation. C'est-à-dire qu'à l'hôpital public, elle travaille, l'hôpital paye la formation pendant 3 ans, et bien, le professionnel, il doit 3 ans à l'hôpital public en reconnaissance de la formation. Nous, elles sont diplômées, elles se barrent le lendemain si elles veulent. On a perdu, on n'a pas perdu parce qu'il y a quand même le côté formation et puis elles ont participé aux soins, mais on a perdu l'investissement. Donc, il faut qu'il y ait un dédié formation. Autre souci technique et précis, c'est les CDD. Aujourd'hui, j'ai un CDD pour 1 jour de remplacement. Un salarié qui fait 20 remplacements dans le mois, j'ai 20 CDD. C'est de la folie. Mais RH, ils passent leur temps à faire des CDD, et puis quand on en oublie un, eh bien on se fait taper sur les doigts parce que c'est requalification. Donc, c'est 6 points, 8 points, 6 points, pardon, simples. Après, il faut faire confiance. Tu en as parlé, Sophie. Il faut faire confiance et il faut une trajectoire pluriannuelle. Alors moi, ça me fait bien rire. Effectivement, on est invité le 24 mars, je crois, hein, c'est ça, à discuter ensemble. Mais bon sang, la plurie avec Agnès Buzyn, rappelez-vous, pour ceux qui y étaient, on l'a montée en 4 mois. On a commencé au mois d'août, on l'a signé en février. Bon, après, il y a eu Covid. Bon, non, c'était 1 an après, je crois. Ouais, c'était 1 an après. Mais on l'avait monté en 4 mois. Et là, on va faire des réunions, on va être 10 fédérations, enfin, pas 10 fédérations parce qu'on n'est pas 10, mais il y aura 10 ou 15 personnes. Il faut qu'on puisse y arriver. Mais je suis un peu inquiet sur la volonté de nos ministres de vouloir vraiment bâtir cette pluriannualité parce que l'effet volume, on ne le maîtrise pas, l'effet dépenses, dérapage de la ville, on ne le maîtrise pas. Donc, je pense qu'ils vont sortir le parapluie double épaisseur. J'entends une petite musique aussi, tu l'as entendu aussi comme moi, Sophie, sur le coefficient prudentiel. Ils voudraient encore augmenter ce coefficient pour faire ceinture et bretelles. Bon, OK. Donc, pluriannualité, on en a parlé. Des réformes. On pilote des réformes à partir des études d'impact et on mesure l'effet de la réforme. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, c'est un flou total. On avance. Une loi chasse l'autre. Et heureusement que toutes les lois qui sont votées n'ont pas de décret d'application. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et on sait que ce n'est pas peine de s'inquiéter. Et ça me fait penser notamment à cette loi qui va venir sur le nombre de soignants par établissement ou par service. Je sais que ça va être un grand moment de discussion et que ça ne va jamais aboutir parce que c'est impossible. Enfin bon, je sors du cadre qui m'est imposé sur ton ordre du jour, Olivier. Et également, il faut qu'on puisse adosser systématiquement un principe d'évaluation derrière chaque programme de politique publique. Ils ne sont jamais évalués. Alors vous me direz, les pauvres, hein, 4 ministres en 12 mois, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose, donc on espère qu'il y aura un peu de stabilité. Dernier point, gagner du temps, simplifier et permettre aux acteurs de santé de se recentrer sur le soin. Bon, nos autorisations, elles sont valables pour 7 ans. On vient de passer, dans ma région, sur la thématique SMR, 337 autorisations. 337 autorisations en XOS. Si vous vous rendez compte, comment le DG d'ARS, il doit faire le choix, le tri entre toutes les mentions, les nouvelles demandes, les anciennes demandes, les lits occupés, pas occupés, mais c'est de la folie. Là, on va se taper la cancérologie. Et toutes les mentions de cancérologie, c'est monstrueux. Je vous invite à regarder un dossier de cancérologie d'autorisation. Mais c'est monstrueux. Il y a 7, 8 mentions monstrueux. Enfin, même moi qui suis quand même un professionnel du soin aguerri, si je puis me permettre, je m'y perds. Je m'y perds. Parce qu'il y a la notion A5, A6, B1, B2. Je ne sais plus. Alors, je fais confiance à mes équipes en me disant que de toute façon, si je ne suis pas autorisé, je le ferai quand même si j'ai le volume. Voilà, il faut arrêter, et surtout si j'ai les compétences médicales. Donc, on demande que nos autorisations, elles soient données à durée indéterminée. Et qu'il y ait des contrôles. Le contrôle, ben, c'est la certification.
par exemple. Le contrôle, c'est un petit peu comme avant, un petit audit, une petite inspection. Ça ne fait pas de mal. Une inspection, ça réveille un peu, ça pique, ça énerve, mais ça ne fait pas de mal. Mais que nos autorisations soient données à durée indéterminée. Après, les enquêtes, on en a parlé. Et punaise, arrêtez avec les enquêtes, quoi. Comme on dit toujours, et c'est le texte que j'ai sous les yeux parce que j'ai un prompteur à l'ancienne, c'est-à-dire je colle ce que je dois dire sur l'écran, c'est dites-le nous une fois. Dites-le nous une fois. On n'est pas con. Dites-le nous une fois. Pas à chaque fois, 10 fois par an, en rappelant les enquêtes, etc. Bon, voilà, les enquêtes, c'est bien, mais injonction paradoxale, ça me fatigue. Ensuite, les conventions, il faut qu'il y ait des conventions simples. Alors, le GCS, il y a public-public, privé-privé, public-privé, privé-public. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu comme l'article 51. Hein. On en parlait au salon Made in Tech. Moi, j'aime bien l'article 51. D'abord, ceux qui ont réussi, ben, c'est extrêmement courageux de leur part, parce que moi, je n'ai pas eu le courage d'y aller. Tu as une autorisation temporaire au bout de 3 ans, et au bout de 2 ans, on te dit c'est fini, circuler. Bon, voilà, c'est un peu. Enfin, moi, je me mets à la place de ceux qui ont bossé et qui n'ont plus rien. C'est pas terrible. Par contre, j'aimerais que certaines expérimentations soient rentrées dans le socle commun de la gouvernance et d'évolution de nos pratiques. Parce que sur le terrain, ce qui a été fait dans l'article 51, c'est bien, quoi. C'est bien. Après, je ne rentrerai pas dans l'absurdité des agences, de notre millefeuille, je dirais, DSS, CNAM, DGOS, etc., etc., parce que là, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans, c'est impossible à changer. Mais voilà, moi, ce que je voulais, Olivier, c'est 14 mesures que je te ferai passer. 14 mesures simples, pratiques, qui nous permettraient un peu de respirer, quoi. Voilà, un peu de respirer. Moi, je suis un ardent défenseur de la certification, mais franchement, aujourd'hui, le niveau est tel que ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué parce que il faut une mobilisation extrêmement importante de nos équipes. Et je dis pas ça, et je la ramène un peu parce que j'ai passé 6 certifications pour mon groupe, là, une par mois, avec des scores qui vont énerver beaucoup de mes petits copains. Je suis à plus de 99,7 de moyenne sur les 6. Donc, on a pu penser une fois au premier que c'était l'effet Garbi parce qu'on on voulait pas le maltraiter, le pauvre, sinon il va gueuler. Mais les 6, on est à 99,8 de pourcentage. Ceux qui passent les certifications mesurant l'effort. Et moi, j'ai mesuré par contre, le coût, parce que pendant 6 mois, eh ben, on pense plus qu'à ça, on développe plus l'activité, on réfléchit plus à autre chose. Et 2, j'ai mesuré surtout le stress, mais incroyable, de mes équipes. Incroyable. Là, c'était pire qu'un examen. On a tous passé l'examen parce que là, sur la visio, je pense qu'on est une moyenne de bac plus 10. On a tous passé des examens, mais là, vraiment, vraiment, c'est monstrueux. Donc, peut-être simplifier aussi, parce qu'il y a une telle pression, une telle charge émotionnelle, que là, la QVT, je suis un ardent défenseur évidemment de la QVT, mais là, elle a tout son sens pour aider nos collaborateurs à ne pas se mettre à l'envers. Et vraiment, moi, j'ai eu des collaborateurs qui sont tombés malades, pas malades graves, hein, mais malades, enfin, voilà, malades gastro, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de vomir. Mais on a réussi. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule sur la difficulté qu'il fallait être un peu simplifié. Voilà, Olivier, ce que je voulais vous présenter avant de répondre, bien sûr, à vos questions et vous dire qu'avec Sophie, puis les autres fédérations, on y croit. La campagne tarifaire, j'ai eu un message ce matin, c'est la semaine prochaine. Madame Vautrin s'en occupe la semaine prochaine. Donc voilà, on aura la fumée blanche ou la soupe à la grimace, ou peut-être un peu des deux. On verra. Merci beaucoup à tous les deux. C'est salutaire d'entendre ce que vous venez de dire parce que on a l'impression qu'on est en train de sortir d'un état de très, très lénifiant, de je critique, mais je critique un petit peu, mais pas trop. Il faut pas trop toucher au système. À un moment où, franchement, et à 2 ans des présidentielles, ça va être absolument essentiel. Il va falloir faire des choix et les faire de manière dure, c'est-à-dire de les assumer véritablement. Et donc, cette base de 14 propositions,
on la relaie quand tu veux, Lamine, à la suite de ce Café Nil, hein, avec le podcast, parce que ça fait partie des choses qui, pour moi, me semblent tout à fait importantes. Et pourvu qu'on y arrive un jour, c'est la seule chose que je nous souhaite, parce que franchement, je vous écoutais tous les deux et je me disais, j'ai quand même un passé d'industriel, moi. J'étais dans les industries du médicament, de la communication. C'est comme ça que ça fonctionne, une entreprise. C'est-à-dire que si tout ce que vous avez dit est quelque chose de totalement évident par rapport au monde d'une entreprise. Une entreprise, c'est pas simplement une industrie qui fait du profit. Une entreprise, c'est quelque chose qui emmène des hommes et des femmes dans un objectif qui soit un objectif commun pour le bien commun. Ce que vous réclamez, en fin de compte, c'est le b.a.-ba d'un mode de fonctionnement qui soit celui d'un chef d'entreprise par rapport à ses équipes, dans un écosystème qui est extrêmement complexe et sur lequel il va falloir vous donner de la respiration et du sens, parce qu'autrement, encore une fois, c'est les patients qui vont avoir des pertes de chance, et ça va être les professionnels de santé. Quand on voit l'état sanitaire des professionnels de santé, c'est dramatique quand même. On les met dans des circonstances de vie qui sont des circonstances tout à fait dramatiques. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et en vous écoutant, je me disais, on est peut-être arrivé au moment où il y a beaucoup d'acteurs qui veulent qu'on les fasse ces choses, nonobstant des freins, des modes de vie de l'administration, des arrangements entre soi, des chapelles, des dogmes, des lobbies. Il va falloir qu'on dépasse tout ça pour faire un système de santé qui fonctionne et qui soit quand même à la hauteur de 258 milliards d'euros d'investissement tous les ans, quoi. C'est scandaleux. Alors, on va passer aux questions. La première, traditionnellement, quand il est là, c'est mon ami Benoît. Donc, Benoît, voilà, tu mets ta caméra et tu... Merci, merci Sophie, merci Lamine. Je ne sais pas quelle attitude nous devons avoir. Enfin, évidemment, quand on avance dans l'âge des temps, comme tout le monde d'ailleurs, mais on a le sentiment d'être toujours un peu plus un vieux con. Mais je voudrais juste insister sur 3 points. Le premier, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'ensemble, en tout cas une majorité des gens qui sont autour de ce micro aujourd'hui, nous avons préconisé des mesures simples. Par exemple, le fait qu'un ministre arrive et pendant 3 mois ne sort aucun papier, aucune norme, rien du tout, prend son temps, nomme une commission indépendante pour faire le point sur l'organisation, par exemple, de Ségur, mais aussi certainement entre les agences, et puis qu'on en sorte des... Bon, ça a toujours... Enfin, on l'a dit plusieurs fois. Alors, c'est vrai qu'avec le rythme des ministres, on n'ose plus le dire parce qu'on ne sait plus très bien quoi dire. Mais je veux dire, on l'a fait ça, on l'a dit, on a dit ce qui pouvait améliorer les choses et ça ne se fait pas, ce qui fait que c'est la technocratie qui aujourd'hui prend le pouvoir sur le politique. Il n'y a plus de politique en santé, c'est une évidence et j'en suis d'autant plus... Marie, que j'ai eu des infos hier sur justement l'article 51 dont vous avez parlé tous les deux, mais j'ai l'impression que les plus innovants des dispositifs dans les articles 51, pour la plupart, elles vont être mises à la poubelle et ça va revenir comme avant. Alors, je pense qu'il y a un point sur lequel les fédérations et vous deux, vous devriez peut-être un peu plus encore faire le ménage en interne, c'est sur le lien incestueux. La DGOS, le ministère, a un lien incestueux avec l'hôpital public. Et ça, tant qu'on n'en sortira pas plus, c'est sûr qu'on n'avancera pas beaucoup. On ne peut pas contrôler les directeurs d'hôpitaux, les médecins, ou alors il faut rendre le CNG complètement indépendant, ce qui n'est pas totalement impossible, hein. Je veux dire, il y a des gens de bonne qualité, mais il faut aller encore plus loin. Mais vous, les privés, vous devez aussi être plus indépendants vis-à-vis notamment des syndicats médicaux, bien sûr, mais aussi des syndicats de toutes les professions paramédicales.
un des avancements qu'on devrait voir dans les articles 51, aujourd'hui est bloqué. Pourquoi? Par une attitude complètement, mais non pas anachronique, mais plus que imbécile des syndicats infirmiers. Donc, il faudrait dire ça d'abord, le dire, et puis ensuite couper ce lien. Donc, c'est pas tant d'inventer des choses, au contraire, c'est de couper des liens et de faire des choses plus simples. Je termine sur un point. Je vais lundi au pot de départ de ma première assistante quand j'ai pris la RH en 96, donc 28 ans aujourd'hui. J'aimerais qu'on demande à des gens comme ça, qui ont vécu toute l'évolution des ARH, où au début on était 9, nous, j'avais une équipe de 9 personnes avec moi. Eh ben, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai le sentiment qu'on a fait plus de boulot à 9 qu'on en fait aujourd'hui à 600. Voilà, c'est pas très difficile, c'est peut-être un peu démagogique, mais si on veut pas aller jusqu'à des mesures comme Trump et Musk, eh ben, il faut faire impérativement cette réforme aujourd'hui ou demain, sinon ce sera comme ça, et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Merci. Ouais, un petit mot, je partage vraiment ce que tu as dit, Benoît, sur la DGOS hôpital public. Et c'est vrai que Gérard Vincent, quand il était en charge de la FHF, c'était le ministre délégué, hein. Dans les couloirs, c'est lui qui faisait la pluie le beau temps. On ne l'a pas oublié, je crois qu'il est là, Gérard, donc il va pouvoir répondre. Oui, c'est clair, c'est clair. Même si, franchement, nous, on essaie quand même un peu d'être turbulent et d'essayer de remettre l'église au centre du village et d'avoir l'équité. Plus indépendant par rapport aux syndicats médicaux, ben, oui et non, parce que si tu veux, je ne vais pas me fâcher avec ma production de soins et de qualité des soins. Donc, si tu veux, voilà, le directeur qui se fâche avec son médecin, c'est qu'il n'a rien compris. Bon, bien sûr qu'il faut se fâcher avec des médecins quand ils sont déviants ou qui sont pénibles, mais globalement, il faut les aimer, les médecins, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Alors, si en plus on se fâche avec eux, ça devient compliqué. Les syndicats infirmiers, oui, les syndicats pharmaciens et les ordres aussi, hein, les ordres, hein. Oui, oui, Enfin, les oui. ordres, hein, parce que, bon, les ordres, ils sont pas aidants, quoi, hein. Franchement, alors je vais pas citer de nom et d'exemple, mais ils sont pas aidants, quoi. Ils sont pas aidants. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faudrait couper tout ça. Il faut que l'hôpital public, ce soit un grand garçon et qu'il fasse sa vie, quoi. Voilà, et qu'il ne soit pas toujours en train de demander. Ben moi aussi, je demande, mais moi, je demande, mais je n'obtiens pas. Mais eux, ils demandent, ils obtiennent. Donc, si tu veux, voilà, il faudrait qu'ils soient un peu grand garçon. Alors, s'ils sont là, je vais me faire encore taper sur le nez. Mais je dis ça avec le sourire, hein. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Moi, je Voilà. rajouterais que ce qui est important pour faire de l'intelligence collective, c'est d'avoir en face des interlocuteurs aussi qui ont des parcours diversifiés et qui Oui, connaissent aussi tout simplement les problématiques et par exemple, sur les RH, sur les ressources humaines, le fait d'avoir des branches professionnelles, conventions collectives, etc., est quelque chose qui n'est pas très bien connu en fait par des interlocuteurs qui en ont pas l'expérience. Et du coup, je pense que c'est dommage pour développer plein de projets si fondamentaux dans le contexte de tension des ressources humaines. Je pense aux pratiques avancées. Nous, par exemple, ça fait 4 ans qu'on porte, les professionnels des centres, hein, médecins et paramédicaux, des projets de pratiques avancées pour les manipulateurs radio, pour les techniciens de laboratoire qui vont permettre de- de- d'aider dans des sujets d'organisation très complexes aujourd'hui et de tension sur les ressources humaines, médicales et paramédicales. Et c'est vrai que bah, ces projets, on aimerait qu'ils soient traités de manière plus accélérée, par exemple, pour donner un exemple. Mm. mm, Christophe Clément. Oui, bonjour, Christophe Clément Cotus. Enfin, moi, je suis un observateur du système de santé. Et en fait, pour le compte de syndicats professionnels, on essaye de répondre à la question où va le système de santé et qu'est-ce que sera le système de santé en 2035. Et ben voilà, on est sur cette réflexion et en fait, on voit que le système tel qu'il est aujourd'hui est dans une impasse puisqu'il y a une croissance en termes de besoins en soins qui est, on va la qualifier d'exponentielle, et une ressource médicale qui, au mieux, sera stable dans les 10 prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et l'observation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait déjà utile
qu'il y ait une stratégie nationale qui soit validée et approuvée par tous les acteurs. Au moins, ça permettrait de se donner une idée de l'endroit où vous voulez aller, enfin, où on veut aller d'ailleurs, puisqu'on est quand même partie prenante du système de santé. Et cette stratégie nationale, donc, elle est toujours au stade de projet. Bon, il se trouve que hier soir, on a rencontré Didier Lepelletier, qui est le président du Haut Conseil en santé publique, et qui se désole qu'il n'y ait pas de prospective. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le premier exercice à faire collectivement, puisqu'on parle d'intelligence collective, ça serait de se dire où est-ce qu'on veut aller dans 10 ans, puisque la transformation, elle ne se fera pas en claquant des doigts sur un PLFSS ou 2 PLFSS. Voilà. Non, mais C'est la question. je suis d'accord avec ça. Mais je prends un exemple. Le dossier médical partagé, là, on en est où? On en est où? On a Mon tous. espace santé, Oui, mon espace santé. Il y a quel il y a taux 17, d'ouverture? Il y a quel taux d'ouverture? il Moi, y a si tu veux, 17 millions de ouais, dossiers ouverts. ouais, c'est ça. Que ça fait quoi? Ça fait 15%, 18%? À peu Oh, près? sur 67 millions, un peu plus quand même. Ouais, bon, 20%. Alors, je pense Moi j'envoie, que si tu veux, systématiquement mon compte rendu d'hospitalisation, mon compte rendu opératoire à tous les patients qui viennent chez moi. Donc il y a 20% ou 30% qui l'ouvrent et qui en profitent. Donc là, évaluation, c'est ce que vous disiez, Christophe. Oui, il faut l'évaluer, mais déjà qu'on essaie de voir ce que nous avons réalisé et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que moi, la politique nationale de santé, la stratégie nationale de santé, j'ai participé, hein. J'y étais. Bah, à un moment donné, on arrête, quoi. Parce que moi j'appelle ça de l'occupationnel. L'occupationnel, on occupe les gens. Voilà. Et puis après, quand il faut prendre une décision, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. D'abord parce que ceux qui étaient là en charge sont plus là et que les administrations passent leur temps, je dirais, à enterrer certains dossiers. Et là, ne plus avoir de gouvernance politique depuis maintenant 2 ans fait que les administrations sont souveraines. Elles sont souveraines. Exactement. Donc, c'est une sclérose absolument abominable. Abominable. Enfin, Donc, voilà. si je peux, Olivier, si je peux me permettre, enfin, ce qui nous intéresse, j'allais dire, en tant qu'observateur et enfin, industriel, où est-ce qu'on doit investir? Je pense qu'il y a plus un problème d'organisation, c'est-à-dire que on voit bien que le système aujourd'hui tel qu'il est, il a besoin d'une réorganisation. Ce que François Braun disait, c'était qu'il faut une transformation systémique. Donc, on est face à un système qu'il faut transformer. On nous dit qu'il faut territorialiser la santé, il faut faire une approche populationnelle, mais c'est pas les organisations aujourd'hui qui vont le réaliser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se mettre, j'allais dire, acteurs et pas acteurs et observateurs ou participants externes, pour se dire où est-ce qu'on veut aller dans 10 ans d'organisation. Donc, par exemple, pour le numérique, c'est qui seront nos clients dans 10 ans? On voit bien qu'aujourd'hui, bah, c'est fragile, c'est bancal, on a des startups du numérique qui survivent à peine. Enfin, on n'est pas dans une dynamique où on va restaurer, alors que ça serait possible, puisqu'on voit quand même qu'il y a des pays ou des organisations qui avancent. Voilà. Et Ah, je- comment est-ce qu'on pourrait faire pour organiser cette intelligence collective, pour se dire, on veut tous aller vers un truc, mais le dossier patient, enfin, le DMP, c'est un sujet parmi tant d'autres, mais c'est pas ça qui sauvera le système. Moi, je voulais C'est intervenir là-dessus. l'organisation. Je voulais intervenir là-dessus parce que je partage complètement l'importance de la vision prospective. Et d'ailleurs, ça avait été évoqué là encore en bilan du Covid, la difficulté qu'avait la France à avoir une vision prospective en santé. Et on a fait cet exercice-là, par exemple, Unicancer l'année dernière, de se projeter sur 10 ans pour avoir une vision prospective large sur les différents domaines évoqués, prise en charge numérique, RH. Euh, on est plusieurs autour de la table et notamment avec la mine à pousser pour une loi de programmation pluriannuelle en santé pour avoir cette vision aussi qui soit euh, portée et validée par les parlementaires pour pouvoir traiter des sujets notamment d'innovation et de prévention et pouvoir dégager des priorités en matière de prévention. Et les acteurs et les professionnels ont des projets qui sont différenciants et qui pourraient être retenus sous forme d'appel à projet en fonction des orientations décidées dans le cadre de la loi, par exemple. Mais si vous voulez, il faut peut-être que. Là, je vais abandonner ma casquette de président de fédération et je prends celle de directeur d'établissement. Moi, je veux bien qu'on parle de prospective et de 2035. Et moi, mon souci, c'est de passer l'année. De passer l'année, c'est-à-dire de ne pas fermer mon service d'urgence la nuit, c'est de recruter le médecin qu'il me faut. Et quand je suis en médecine de ville, en cabinet, c'est d'avoir un remplaçant pour que je puisse un peu me reposer. Donc, aidez-moi
à satisfaire ces deux besoins. Je ne vous parle pas d'argent, là. Pas d'argent, je vous parle de recrutement médical et paramédical. Infirmier, kiné, sage-femme, etc. La base du métier, aide-soignant, la base du métier. Tous ces métiers qui sont en tension. Moi, si je n'ai pas votre réponse et votre aide là-dessus, je ne peux pas fonctionner. Et je me projetterai sur la fin de l'année et pas sur 2035. Donc, il faut que vous réalisiez les difficultés que nous avons sur le terrain à tout simplement mener nos missions. Et quand je parle à mes directeurs de 2035, ils me regardent avec un air en me disant, monsieur, vous êtes sympa, mais j'ai personne sur mon tableau de garde lundi prochain aux urgences. Ah, ok. Eh bien, je vais demander qui est. Bon, voilà, vous connaissez la suite, vous connaissez, vous êtes tous des professionnels de santé. Mais mon souci, il est là. Alors, moi, je veux bien qu'on réfléchisse, mais si vous ne me donnez pas, et donc je vous renvoie la balle, si vous ne me donnez pas les moyens d'exercer mon métier, et je ne parle pas d'argent, parce que l'argent, je pense qu'il y en a trop. 260 milliards, 266 milliards sur l'ONDAM, on était à 200 milliards il y a 5 ans. Alors, je sais bien que le Ségur social, ça a beaucoup pris, le Ségur investissement un peu, mais voilà, enfin, qu'on se pose aussi la question de savoir où passe l'argent. Parce que les réformes, je rentre dans le détail du SMR, de la rééducation et de la psychiatrie, financent aujourd'hui, via des dotations populationnelles qui étaient là pour équilibrer les territoires sur la rémunération, ça finance des lits vides. Finance des lits vides, publics et privés. Je mets tout le monde dans le même sac. Ça finance des lits vides, ce sont des centaines de millions d'euros qui financent une non-activité. Bon, mais commençons déjà à ouvrir la boîte et qu'il y ait quand même des audits des comptes publics qui nous disent, ben là, peut-être vous déconnez un peu, quoi, sur les territoires. Vous déconnez un peu. Parce que l'essentiel, c'est quand même le soin et l'activité, la production de soins. Je suis désolé de parler de production de soins. Mais mon collègue Arnaud Robinet a encore parlé d'une dette Covid de 3 millions de séjours. Je ne sais pas si c'est vrai, mais peu importe. Il y a quand même une dette en retard de soins, toujours, qu'on n'a pas récupérée. Donc, donne-nous les moyens. Donc, je retourne un peu, la question. Et quand donner les moyens, c'est plus de médecins, plus d'infirmières, plus de simplification et plus de dérogation. Les DG d'ARS sur le territoire, certains sont courageux, d'autres moins. Là aussi, on ne peut pas reprocher à tout le monde de prendre des risques, parce que certains, c'est vrai, n'ont pas peut-être la même latitude à prendre des risques, mais certains prennent des risques et dérogent. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Et respect à ceux qui prennent des risques, parce que c'est vrai que moi je dis que toute évolution est née d'une désobéissance civique. Bien sûr, ce n'est pas l'insurrection que je prône, mais d'une désobéissance réglementaire. Voilà, je modifie mon propos. Réglementaire. Il faut désobéir. Enfin, en attendant, quand même, ça fait 3 ans qu'on dépense 800 milliards sans avoir la moindre idée de la stratégie qu'on va porter. On a dépensé 800 milliards depuis 3 ans. Oui. On ne sait pas où on va. Et si tu veux. Expliquer à une entreprise comment ça fonctionne quand on n'a pas un plan à 3 ans, mais que pendant ce temps-là, le comptable, il peut engager 800 milliards, il y a un truc qui me... Je ne comprends pas. Enfin, moi, j'essaie de voir ça avec mon banquier, mais ça ne marchera pas. Qu'on se pose des questions sur la qualité pour le patient, qu'on se pose des questions sur les hospices évitables, sur la coordination, sur le parcours, qu'on se pose ces questions, qu'il y ait un chaînage de soins, que la CNAM, si tu veux, quand elle se rend compte que pour un même patient, tu as 10 intervenants qui ont fait la même chose, c'est facile quand même, avec le chaînage des remboursements, de dire, bon, ben là, il y a un problème. Mais le problème aussi, c'est quand tu fais une enquête sur des pratiques déviantes, il faut 10 ans pour condamner ou, je dirais, redresser. Ce serait tellement plus simple qu'il y ait, je dirais, une mise en garde. Voilà, là, vous avez dérapé sur l'HAD. C'est très simple. On a des contrôles sur la facturation ou facturation. Et chaque année, la Sécu nous envoie, voilà, le patient était en HAD, il a été en pharmacie prendre des médicaments, il n'avait pas droit, vous remboursez. C'est fini, ça dure 5 minutes. Là, j'ai un contrôle T2A, et je prends un exemple, j'ai un contrôle T2A sur un de mes établissements, et là, je suis fou furieux, mais fou furieux, j'ai 600 dossiers contrôlés, peu importe. Mais tiens-toi bien, Olivier, ils viennent 3 semaines à 11, il y a 7 médecins. 7 médecins. OK? 7 médecins. Et moi, je vais les voir tout à l'heure. Et vraiment, je vais y aller. Et je veux leur dire,
ouais, vous venez à 7 médecins pour me contrôler 500 dossiers. Peut-être que statistiquement, avec l'IA, vous aurez pu me dire là où j'ai merdé, là où j'ai optimisé, et je rembourse, et dossier suivant. Et là, je vais aller leur voir parce qu'aux urgences, ça sature dans mon établissement. Je vais leur dire gentiment, écoutez, vous êtes 7, vous ne pouvez pas donner un petit coup de main aux urgences en bas parce que votre confrère, il sature, quoi. Il sature. Et vous, vous êtes là à contrôler ce qu'il fait sur des péritonites parce qu'il n'y a pas de péritonite. Mais je suis fou furieux. Je suis fou furieux. C'est un cas précis que je vis aujourd'hui dans mon établissement à Montpellier. Donc, je vais me les coller tout à l'heure. Et je te dirai ce qui s'est passé. On va faire un suivi du Café Nil. Anne, Ouais, on suivi parlait des Café Nil. politiques tout à l'heure. On parlait des Voilà. politiques tout à l'heure. Bonjour Et, à- attends, laisse-moi juste t'introduire quand même, je voulais faire un compliment. Euh, ça m'arrive quand même de temps en temps. Et on a un politique courageux qui s'appelle Jean-Carl Grelier, dont tu es la représentante. Et donc, je te passe la parole avec un immense plaisir. Merci à toutes et à tous. Et moi, ma question va être extrêmement simple, parce que je parle pour mon boss qui est parti en commission d'affaires sociales. Qu'est-ce que les politiques peuvent faire pour vous, le vous étant un vous incluant nous, c'est-à-dire l'ensemble de la collectivité des patients? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire, hein? Ouais, Durer? Rester? ça va aller. Bah, obtenir une loi de programmation pluriannuelle, Eh oui. Anne. C'est ça, ouais. Alors, justement, je pense que vous avez vu dans les échos hier que Arnaud Robinet va proposer une loi de programmation FH. Je vais vous donner le titre exact. Une loi, un cadre, il va proposer au pouvoir public en mai un cadre de loi de programmation en santé. Oui, c'est la pluriannualité. Et puis de toute façon, Jean-Carl, ça a été son combat, hein, la loi de programmation. C'est lui qui l'a inventé. Pardon, qui l'a inventé. Oui, c'est lui qui l'a porté et qui le porte, comme tu dis, Anne. Oui, bien sûr. Mais moi, la loi de programmation, ça me fait un petit peu trop penser à l'armée. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu d'actualité. Je préfère la pluriannualité, quoi. Je trouve que c'est plus mignon. Nous, on est sur loi d'orientation en santé. Donc Oui, on a voilà. enlevé Ouais. la programmation. Oui, Ouais, c'est très voilà. bien. Mais Ouais. déjà, ça permet d'avoir une réflexion pluriannuelle, c'est ça. Mais on va voir le 24 mars et on te fera un retour, Je veux bien, Olivier. ouais. On te fera un retour. Mais comment ça va se passer? Voilà. Mais parce que Parce que pour information, ça va en être CAS, intéressant. Yannick Leder a expliqué en réponse à la demande de Jean-Carl sur la pluriannualité que c'était les CEPOM qui étaient la pluriannualité. Mais les CEPOM, alors là aussi, Anne, je me tape des CEPOM en permanence, personne ne les lit. Mais je sais bien. Et personne ne les lit à l'ARS. Ils font 300 pages. Ils font 300 pages. Mes équipes, elles passent un temps fou là-dessus. Et je leur dis, mais faites copier-coller, ils ne le verront pas. Ils Non, mais verront c'est la pas. réponse du ministre. Donc, ouais, mais ils ne le verront pas. Moi, je fais copier-coller, ils ne voient pas la différence. Non, mais c'est impossible. Qui lit ça, quoi? Ouais, qui lit ça? Non, mais c'est. Alors là aussi, les CEPOM, tu as raison, mais il faut les supprimer, les CEPOM. Non, mais attends. D'accord. Oui, J'ai ma réponse. On va faire. Et pour supprimer, il faut supprimer. Voilà, il ne faut pas mettre. Chaque fois qu'on parle de simplification, on rajoute des mots. On rajoute des mots. Ouais. Donc, on rajoute des mots. Ouais, c'est pas ça, simplifier, quoi. On rajoute des mots. Là. Simplification, c'est la ligne droite. Voilà. Bon. Excusez-moi, je suis un peu motivé ce matin. Entendu. Parce que je vais me faire les médecins tout à C'est l'heure. bien. C'est bien. Je te sens remonter. Et Bah, si t'es pas on va remonté faire en une étant, si t'es pas remonté en étant à la tête d'une fédération, bah, tu restes à la maison, quoi. Les 7 médecins, ils vont prendre cher. Hein. Ah ben, je te promets que je vais aller voir et. Ils ont intérêt à avoir mais un bon gilet pare-balles. Ouais. L'avantage, c'est que tu vas être en sureffectif ce matin aux urgences avec les médecins. Non, mais exactement. Moi, je fais sur Saint-Jean, on prend 150 patients jour. Donc voilà, si tu veux. Enfin, vos confrères, les médecins, ils sont deux, quoi. Voilà, ils sont deux. Voilà, c'est pas. Bon, donc, ils bossent, quoi. Enfin, ils bossent, hein, c'est lourd. Hein. Et c'est vrai que sur Montpellier, on a une chance, c'est qu'on a un service privé qui en fait autant d'urgence que le CHU. Et là aussi, sur les idées reçues, oui, mais vous faites que de la bobologie, des patients qui viennent, les petits trucs vite lucratifs. Ben, on a plus de CCMU4 que le CHU. Donc voilà, je trouve, avec l'ORU, là aussi, l'ORU, c'est quand même un truc assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà édité l'ORU, l'Observatoire régional des urgences. Je ne sais pas si vous l'avez édité sur un territoire, c'est sur un département, c'est 300 pages. De toutes les statistiques que tu peux imaginer, c'est incroyable la source d'information que tu peux avoir.
Donc là, on montre au moins que sur Montpellier, le privé, il fait son job et on ne fait pas que des petites urgences lucratives, parce que ça, je l'entends tous les matins. Question suivante, Jean-Paul. Oui, merci, merci à Lamine pour ce que tu as dit ce matin, parce que ça fait plaisir à entendre de temps en temps un certain nombre de vérités qui vont contre les idées reçues partout. Alors, moi, il y a une réflexion, une question. La première réflexion, à vous écouter tous les deux, Sophie et toi, Lamine, je pense qu'il y a vraiment d'abord un problème de gouvernance. Alors, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, à Ségur, il n'y a que des gens qui connaissent l'hôpital public, hein, c'est clair. Qui connaissent absolument pas les autres secteurs. Alors, je ne vois pas comment un ministère de la Santé en France peut diriger la santé en connaissant seulement un des deux offreurs de soins. Je dis deux pour faire simple, hein, mais donc je trouve que ça, c'est un vrai problème qu'on n'a jamais vraiment abordé parce que c'est pas simple. C'est pas simple, on voit mal, je sais pas moi, un médecin libéral, conseiller technique dans un cabinet ou prendre une direction de la DGOS orientée soins de ville, pourquoi pas? Je veux dire, on pourrait imaginer, à l'image de ce qui se fait à Unicancer, on n'a jamais posé les problèmes en ces termes-là. Donc je pense qu'on a un problème de gouvernance qui commence d'abord à Ségur. Et à partir de là, on a un problème de stratégie en matière de santé, parce que, on l'a dit aussi, on n'a pas une vraie stratégie, on n'a pas une vraie vision de l'État sur qu'est-ce qu'on veut en santé dans les 3 ans, 5 ans à venir, sans aller à 10 ans, comme tu le disais, Lamine. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, c'est autour de l'innovation. L'innovation, pourquoi? Parce que le progrès va très vite, Sophie le disait, et la seule solution pour répondre aux besoins de la population aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va pas avoir beaucoup de milliards en plus en matière de santé. Il y en a probablement déjà assez. Je crois que le système de santé n'est pas sous-financé. Par contre, il est très mal organisé et ça va être un frein à l'innovation aux médicaments innovants. Ça va être un frein, notre poids administratif est un frein à l'innovation organisationnelle. Tu parlais tout à l'heure, Lamine, d'un article 51, je porte un article 51, j'y passe un temps fou, c'est un truc de malade, et comme le disait Sophie, l'idée, elle était novatrice quand j'ai commencé à y travailler il y a 4 ans. On est en 2e année, c'est-à-dire qu'on en a encore pour 3 ans avant l'évaluation finale. Donc, ça sera plus de l'innovation, ça sera du réchauffé 100 fois, quoi. Donc, voilà, il faut arrêter ça, il faut arrêter. Il faut un truc hyper simple. Tu as une bonne idée, tu dis voilà, bon objectif, vous m'évaluez dans 1 an ou 2, et puis roule ma poule, quoi. On ne peut pas continuer avec un système comme ça. Alors, comment faire pour que l'innovation ne soit pas freinée en France? Parce que ça, c'est un enjeu d'avenir majeur. Et on le voit, j'ai pas mal de contacts avec l'Espagne, et tu en parlais, Sophie, mais tout va 100 fois plus vite, 100 fois plus vite, parce qu'ils ne s'emmerdent pas avec 40 000 règlements, autorisations, circulaires, machin, etc. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à flanquer un coup de pied dans cette fourmilière et puis aller beaucoup plus vite? L'article 51, pourquoi pas, mais je suis désolé, tu fais un 100 mètres avec des souliers de plomb, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas gagner comme ça. C'est pas possible. Alors, on a assisté, Vas-y, pendant que je tu compléterai parlais, après. Jean-Paul, à un nettoyage de toilette. Il faudra dire à la personne qu'elle mette des gants. Ça, c'est pas HAS. Hein. Faut mettre des gants. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jean-Paul, pendant que tu parlais. Il y a une personne qui nettoyait. C'est Laurence qui nettoyait. Donc, attention à vos caméras. Ne les laissez pas brancher parce que j'ai eu peur qu'elle aille aux toilettes aussi. Je te laisse répondre, Sophie, puis je répondrai aussi. Oui, bah, on partage le constat. Tu as dit sur les articles 51, et effectivement, c'est une préoccupation. Comment on peut faire? Bah, ça serait de effectivement pouvoir être entendu sur ces mesures, d'avoir des fast track sur des projets innovants, mais qui correspondent aux priorités. Donc, pour moi, il y a un lien étroit avec une vision politique. On peut l'appeler loi d'orientation, loi de programmation. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut faire, avec des indicateurs qui permettent d'évaluer. C'est vrai que je pense que dans les articles 51, par exemple, il y en a beaucoup de tailles diverses et de peut-être
plus ou moins prioritaires dans le cadre d'une stratégie qui serait définie et qu'il faudrait prioriser. Les équipes aussi qui s'occupent de ces sujets ne sont pas pléthoriques. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de commencer par une priorisation et après faire des fast track. Je pense qu'on sait faire, hein. Effectivement, l'Espagne y arrive, comme tu l'as souligné. Donc, je pense que c'est possible. Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est effectivement du coup notre capacité à être compétitif aussi par rapport aux autres pays européens et parfois de peut-être complexifier beaucoup plus que les autres ce qu'on demande, ce qui fait qu'on perd en compétitivité. C'est possible d'améliorer les choses. Je prendrai l'exemple de la biologie moléculaire où l'HAS a fait un gros travail pour permettre de mettre dans le droit commun un certain nombre de tests qui sont inavancés, mais on peut encore faire beaucoup mieux pour pouvoir, par exemple, permettre à l'ensemble des patients concernés, pour donner un exemple, d'avoir accès à la biologie moléculaire. Et voilà, et pour ça, il faut que ce soit une priorité politique, très clairement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et il y avait un autre exemple d'article 51 qui concerne les honoraires des médecins en médecine. Tu le sais, les spécialités cliniques sont sous-tarifées dans nos établissements. Et c'était l'Aquitaine qui avait mené une étude, enfin un article 51, sur l'intégration dans le tarif du GHS de médecine, la partie honoraires médicaux pour pouvoir réévaluer, je dirais, et avoir des médecins qui s'investissent. Bon, j'ai plus de nouvelles, quoi. Voilà, alors c'était super parce que ça permettait d'embaucher soit en libéral, soit en salarié des médecins qui sont aujourd'hui sur des spécialités qui sont pas rémunératrices et ils arrivent pas à en vivre, tout simplement à en vivre, quoi. On ne parle pas de gagner des milliers d'euros, d'en vivre décemment. Donc oui, moi je suis en phase et c'est le parcours du combattant. Moi, je ne m'y suis pas lancé à titre perso parce que je me suis dit, je vais avoir une idée, elle va être financée peut-être, et après, on va dire, on va l'arrêter. Et ça m'a tellement rappelé, Jean-Paul, tu as connu ça, c'était le FACS, le Fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Hein, où, voilà, moi, j'avais obtenu des financements pour les urgences à l'époque, il y a 30 ans, sur de l'activité non programmée à Bédarieux, que tu connais. Et puis un jour, et c'était en plus pour une partie, la moitié, c'était pour les médecins, pour qu'ils puissent avoir une rémunération avant, bien sûr, la réforme des urgences. Et puis un jour, on m'a dit, c'est fini. Rappelle-toi, le directeur d'URCAM de l'époque, c'était M. Letocard, il a dit, ben, c'est fini parce qu'on n'a plus les financements, on arrête. Ben voilà, j'avais bossé des années, les médecins avaient pris des engagements, et donc moi je me suis dit, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Voilà, tout simplement, quoi. Mais c'est dommage, quoi, parce que idée action, c'est bien. Après, il ne faut pas faire le parallèle à vouloir tout couper, tout tronçonner. Et c'est vrai qu'on voit l'exemple avec l'administration américaine et les 25 000 $ qui sont filés pour que les mecs se barrent. Enfin, je suis quand même impressionné par cette violence. Tout comme je suis impressionné par le fait que c'est une fusée, enfin un satellite, pas un satellite, mais que ce soit Elon Musk qui a récupéré les deux astronautes qui étaient perdus depuis 9 mois, les pauvres. Parce que je lisais, alors je ne suis pas médecin, mais que 9 mois en apesanteur, ça équivaut à 10 ou 15 ans de vieillissement prématuré. Donc les pauvres, on les a un peu sacrifiés. Bon, mais c'est quand même Elon Musk qui a envoyé les chercher. C'est pas la NASA et c'est pas l'État américain et c'est pas l'Europe, hein. Donc voilà. Donc là aussi, il est fou peut-être, mais quand même respect de pouvoir avoir ça. Donc nous, plus modestement, on se pose tellement de questions que peut-être qu'il faut aller plus vite, mais je sais pas, quoi. Voilà, je sais plus. Alors, question suivante. Anne, tu voulais reposer une question? Pardon. Anne? Non, non, pas du tout, j'avais juste pas enlevé la petite main, c'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà. Il y a Loïc Jamoto qui est là, et en tant que patient, j'aimerais savoir ce qu'il pense de ce débat que nous avons en ce moment. Ben, en tant que patient, moi je félicite Lamine parce qu'en fin de compte, son langage de vérité qu'il dit aujourd'hui, moi m'éclaire sur la façon dont
dont la santé est traitée. Ouais, ce que je mettais dans le chat, c'était qu'en fin de compte, on a plus de 100 députés qui sont issus de la santé, Donc, on pourrait penser qu'en tant que patient, qu'en fin de compte, qu'on aurait une loi de programmation, comme vous avez dit, et tout, qui soit vraiment opérationnelle. Mais on en est bien loin. Et quand je vous entends, Lamine, moi je suis effaré. Hein. Et c'est ce qu'on vit au quotidien dans l'hôpital public, hein, dont je suis éru dans un hôpital public, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Hein. Mais oui, alors c'est sympa les réactions, je dois te le dire, c'est vrai que réagir malgré mes longues années d'engagement, oui, j'y crois toujours, sinon je fais plus. Mais par contre, attention, et je vous le dis avec toute l'amitié que je porte aux sachants parisiens, sur le territoire, quand on se promène dans l'établissement, et j'essaie de le faire assez souvent, il y a beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de sourires. Et il n'y a pas toujours de la détresse. Bien sûr qu'il y a de l'énervement. Bien sûr qu'il y a quelquefois des irritants quand il manque du matériel, quand il y a un scope qui tombe en panne et qu'on dit mais que fout l'administration, enfin l'administration c'est moi, que fout la direction, pourquoi ils n'ont pas changé le truc, etc. Il y a des irritants, mais globalement, sur le terrain, il y a des sourires. Et les patients, moi je lis, ça me prend du temps, mais je lis tous les commentaires qui sortent sur mon groupe. Donc, c'est du boulot parce qu'il y a 200 à 300 commentaires. Les gens les écrivent beaucoup hein, par semaine. Je les lis et il y a beaucoup de sourires. Voilà. Après, il y a des loupés. On essaie de les traiter. Mais moi, je suis plutôt positif sur le rendu. Et quand on s'aperçoit du chemin qu'on a, c'est comme la certification. Moi, je suis à ma 6e certification. Quand on voit le chemin et quand j'entends des médecins, tes confrères, Jean-Paul, dire finalement, la certification, ça nous a fait progresser. Ah ben, je dis bravo, quoi. Je dis bravo parce que c'est quand même une reconnaissance. Ça nous agace, ça nous ennuie. Mais quand même, on sait qu'on ne progresse que sous la contrainte. Et le chemin parcouru dans la prise en charge des patients est fort. Alors, je vais mettre un second pied dans le plat. Il faut qu'on s'interroge sur le parcours du patient et sur le rôle des CPTS. Parce que moi, je fais partie de différentes CPTS. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans ces CPTS et j'aimerais qu'on les évalue. Voilà, j'aimerais qu'on les évalue. J'aimerais qu'on évalue aussi les centres de soins non programmés parce que ça me casse les pieds. C'est une concurrence à nos services d'urgence parce qu'eux, ils sont ouverts de 8h à 20h et la nuit, c'est nous qui nous collons la permanence. Qu'on évalue également la permanence des soins. Il y a une grande réforme aujourd'hui sur la permanence des soins. Là aussi, c'est du concret, du pratique, mais j'aimerais qu'on ait des retours rapides des agences et des territoires parce que la permanence des soins, c'est demain qui fait quoi? Et l'hôpital public, alors il y avait une question, pourquoi lien DGOS et FHF? C'est tout simplement parce que l'hôpital public, c'est 1 million de salariés, nous c'est 200 000, et que c'est 65%, 60% de l'activité, nous c'est 35%. Et après, il y a le non lucratif qui fait la différence. Donc voilà. Et puis parce que l'hôpital public, il faut le dire, c'est souvent, et là je vais pas me faire des copains, mais c'est souvent la dernière lumière allumée. Et que nous, quelquefois, eh ben, on refuse des patients. Et quelquefois, nos services d'urgence, ils sont complets, ou quelquefois, nos services sont complets, et le 15, le SAMU et les pompiers, et ils sont obligés d'aller à l'hôpital alors qu'on aurait pu les prendre. J'ai participé avec le préfet, parce qu'il s'intéresse de l'Hérault, il s'intéresse à la prise en charge des urgences sur son territoire. Je lui ai donné la charte zéro refus qu'on avait bâtie à la FHP il y a quelques années, et qu'on avait signée d'ailleurs avec Agnès Buzyn, charte qui consiste à dire tout patient qui arrive dans un service d'urgence doit être vu, privé, doit être vu par un médecin, pas forcément gardé sur la structure, mais vu par un médecin et transféré s'il faut. Et qu'il y ait zéro refus, a priori, sur les demandes du 15 lorsqu'ils appellent pour avoir des postes et des entrées. Donc ça l'intéresse. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus ensemble et que l'hôpital public aussi accepte qu'on existe. Voilà, on a des torts, on a des travers, mais on a des forces et qu'ils acceptent notre existence et que ça se passe bien sur les territoires comme on souhaiterait que ça se passe normalement. Mais ce n'est pas toujours le cas et on a nos responsabilités. Je ne sous-estime pas nos travers. Voilà. Emmanuel.
Olivier. Je vais essayer de faire court. Déjà, merci Lamine et merci Sophie pour votre intervention. Alors moi, je voudrais juste apporter un regard beaucoup plus naïf parce qu'il y a encore 5, 6, 7 ans, allez, maintenant déjà, j'étais pas du tout dans le système de santé, donc il y a plein de rouages que je ne maîtrise pas. En revanche, je suis à temps partagé entre Unicancer et le Centre de lutte contre le cancer de Rouen, où j'ai pour mission à Unicancer de déployer le partenariat patient et à Rouen de faire la même chose, mais je suis sur le terrain avec les soignants. Et tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure me fait beaucoup penser à la mission que j'ai moi, que ce soit au niveau stratégique, Unicancer et au niveau alors stratégique et les mains un peu dans le cambouis avec les soignants. C'est que ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce que tu disais Olivier tout à l'heure, c'est que ce qui peut être normal dans d'autres secteurs d'activité ne l'est pas du tout dans le système de santé. Le partenariat patient, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va demander au système de santé de commencer à travailler différemment en intégrant le regard des patients. Et au-delà de ça, et je pense que c'est un des leviers qui pourrait aider le système de santé. Le partenariat patient, c'est venir en soutien des professionnels de santé, c'est venir collaborer avec les professionnels de santé et éviter que dans certaines situations, ils soient un peu dans le tonneau des Danaïdes, dans un puits sans fond. Les patients vont apporter un regard que les professionnels de santé n'ont pas forcément parce qu'ils vivent pas la maladie ou les blessures qui peuvent y avoir si j'étends à tout type de pathologie. Et je crois profondément que tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, on a la même chose dans le développement du partenariat patient, mais à une échelle beaucoup plus petite. Et comment aujourd'hui, alors je ne sais pas du tout, ça c'est vous qui saurez si c'est transposable ou pas, mais tout ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui au sein de la Fédération Unicancer, c'est d'amener les professionnels de santé à faire un pas de côté, à percevoir leurs fonctions un tout petit peu différemment pour utiliser dans le sens noble comme outil les patients et le partenariat patient dans leur pratique pour s'épuiser un peu moins et pour devenir un levier d'attractivité pour les établissements autant qu'un levier d'amélioration de la qualité de vie au travail. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, dans le partenariat patient, si on prend cet exemple-là et qu'on essaie de le développer à plus grande échelle, je pense qu'on pourrait arriver à répondre à tout un tas de problématiques que vous avez évoquées ce matin. Et c'est quoi Non, je suis en phase, Emmanuel, j'ai pas de souci là-dessus, c'est bien, ouais, c'est bien. L'expérience patient, hein, voilà, c'est fondamental. C'est fondamental. Et puis le patient aujourd'hui, il écrit. Ils attendent la naissance du petit. Et... on a après le nettoyage de toilettes, on a ouais. Ah, Oui, moi, vas-y, Lamine. Non, je voulais dire aussi, c'est important parce que c'est pas parce que tu es là, Sophie, mais on bosse bien les fédérations ensemble, quoi. Oui. On bosse bien et c'est quand même rassurant aussi. Rassurant aussi de pouvoir compter sur toi, Sophie, régulièrement. Et également les autres fédérations avec Elisabeth, avec Arnaud, avec Marie-Sophie, ça permet quand même d'avoir des... Même si on n'est pas toujours d'accord, hein. Il y a quelquefois des dérapages des uns des autres, moi le premier, mais on bosse bien ensemble et c'est important que le 24 mars, on soit soudés et on le sera, quoi. Je pense qu'on le sera parce que c'est important. Ce qu'Emmanuel, tout à fait, et on le sera, j'en doute pas. Ce qu'Emmanuel évoque me fait penser qu'effectivement, la simplification du système, ça passe aussi par une responsabilité des acteurs et effectivement d'être engagé sur le partenariat patient. Ça permet de se poser sur le terrain des questions sur l'amélioration des parcours qu'on a notamment en interne, des parcours des patients dans nos propres structures et cet engagement, on doit pouvoir le porter. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Par exemple, c'est vrai que le fait d'avoir des patients partenaires, il y en a en moyenne un par centre aujourd'hui de lutte contre le cancer, c'est précieux, mais il faut pouvoir généraliser cette expérience pour que ça soit vraiment profitable à l'ensemble des patients.
Il y en a un par centre salarié. Heureusement, on en a aussi des Voilà. bénévoles. Enfin, tu le sais, Sophie, hein. Je parlais de 1 par Mais 100 de salariés, c'est-à-dire avec un tout à temps fait. du coup qui est Oui, à peu dédié. près. Ouais. Ouais. C'est à peu près ça, effectivement. Tu t'es pile dans le truc, hein, tu maîtrises ton sujet. Mais en fait, on a aussi une articulation à trouver avec les associations de patients, avec tous ceux qui souhaitent rester bénévoles, tous ceux qui sont bénévoles. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Mais une fois encore, je reprends ce que disait Olivier tout à l'heure. Quand tu dis c'est une évidence dans d'autres secteurs d'activité, co-construire des projets avec ses clients, c'est une évidence. Dans le système de santé, on ne va pas parler de clients, on va parler de patients, mais co-construire avec des patients, c'est pas une charge supplémentaire, c'est gagner du temps, c'est faire en sorte que le patient ne soit pas l'inspecteur des travaux finis qui vienne à la fin en disant ça va pas, ça va pas. On évite aux professionnels de santé de s'épuiser dans la construction de projets qui sont ensuite évalués. Enfin, on gagne du temps. On parlait de simplification. Là où les professionnels de santé, alors de moins en moins heureusement, mais ont encore cette impression que ça va être une charge supplémentaire, que ça va être un jugement, que ça va être très compliqué, c'est en fait enlever tout un tas d'étapes qui permettent de simplifier la construction des projets et d'aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus valorisante. Et ça leur permet aussi de garder toute cette partie qui leur tient tant à cœur, qui est l'humain et voilà, ils ont parfois cette impression de ne plus être assez humain ou d'avoir une perte de sens au travail. Collaborer avec l'utilisateur final, comme ça je parle ni de client ni de patient, et ben ça permet de faire lever toutes ces inquiétudes et tous ces freins. Au bout d'un moment, je peux voir. Alors, on a une dernière question. Eh ben, parce que au Cafénil, on rend l'antenne à l'heure. Donc, Vincent. Oui, c'est à moi que tu donnes la parole, Olivier? Oui, mais je pensais que c'était toi, Gérard. Non, ce que j'aurais voulu dire, ce que je retiens des interventions de Sophie et de Lamine, c'est lâchez-nous les baskets, laissez-nous bosser, il y en a marre de toutes ces réglementations. Bon, ça me rappelle, il y a une dizaine d'années, les réunions avec les ARS décidées par les ministres, notamment Xavier Bertrand, qui essayait effectivement d'alléger la pression des ARS sur les hôpitaux. Alors moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que les politiques, ils sont tétanisés face au secteur de la santé. Ils les connaissent mal, c'est compliqué, c'est vrai, hein, le débat le montre bien. Pourquoi ils ont peur? Parce que les professionnels réclament toujours plus de moyens, les Français sont convaincus que les hôpitaux manquent de moyens, les déficits deviennent abyssaux, donc ça inquiète l'État, même si l'État est le principal responsable. Je rappelle que le déficit actuel des hôpitaux, il est dû pour l'essentiel à l'insuffisance de financement des mesures salariales décidées par le gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, le problème, c'est que, comme le rappelait Jean-Paul tout à l'heure, il n'y a probablement pas beaucoup d'argent en plus à mettre dans le secteur de la santé. D'où le renforcement de l'intervention de l'État. Quand on connaît mal, on panique, on a peur de l'opinion publique, des réactions, eh bien on contrôle. Et d'où l'augmentation de la pression bureaucratique sur les systèmes. Alors pour sortir de l'impasse, soit l'État remet au pot et tout va bien, on peut en douter. Et si l'État ne remet pas au pot, il va se passer des choses assez difficiles à vivre. Il y a bien un jour où les hôpitaux ne pourront plus payer leurs charges sociales, leurs fournisseurs, voire leur personnel, si ça continue comme ça. Et le problème, c'est que personne n'ose remettre en cause, ne veut remettre en cause l'organisation du système, et notamment son pilotage et sa régulation. Je pense que pour moi, le vrai problème, il est là. Et l'enjeu, c'est comment freiner la croissance de la dépense de santé sans porter atteinte à la qualité et sans porter atteinte aux conditions de travail. Et la question que je me pose, mais je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui, c'est est-ce que l'État est toujours celui qui est le mieux à même pour piloter ou réguler le système? Moi, je n'en suis pas certain. Et quand on voit ce qu'ont fait d'autres pays européens qui ont régionalisé le pilotage et la régulation, pas le financement, hein, le financement est toujours de l'État, mais confier aux régions le soin de faire les choix, notamment dans les implantations de structures hospitalières professionnelles, est-ce que ce n'est pas la solution pour avoir un système qui devient plus responsable? Car aujourd'hui, le système, il est irresponsable, à mes yeux.
Alors là, moi, je vais te répondre et je vais énerver tout le monde. Il faut privatiser certains hôpitaux publics. Donner une délégation de services publics au privé. Comme ça. Alors, Lamine, moi, je propose autre chose. Je propose de transformer les hôpitaux publics en établissements privés à but non lucratif. Ah, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Oui, ça, c'est l'excellente idée. Gérard, tu es trop fort. Je suis pour. C'est la seule solution. Enfin, on voit bien aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité à l'hôpital. Il n'y a plus d'autorité à l'hôpital. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne rend compte. Ouais. Il faut redonner, il faut nommer demain, dans le cadre d'un statut privé, un directeur qui soit soit un manager, soit un médecin, soit un pharmacien, soit un ingénieur, soit un soignant, peu importe, mais qui a l'autorité, qui recrute tout le monde, y compris les médecins. Pour aujourd'hui, à l'hôpital, personne ne rend compte. Et les directeurs, ils essayent de passer sous les radars et on ne peut pas leur reprocher de ne pas faire leur boulot. On ne leur donne pas les moyens de piloter leur établissement. Il faut changer le statut, ça me paraît évident. Mais pour moi, changer le statut de l'hôpital, d'une part, public, j'entends, et donner aux régions le rôle de pilote et de régulateur du système de santé, ça me paraît être deux réformes qui renversent la table, hein, parce que c'est vraiment une révolution. Est-ce qu'on y est prêt? J'en suis pas sûr, mais en tout cas, je pense que les deux idées méritent d'être explorées. De toute façon, pour témoigner de ce que, où je partage ton avis sur la régionalisation, c'est que même lorsqu'il y a une décision nationale qui est prise par un ministre ou par une administration, en l'occurrence la DGOS, elle est appliquée de manière inégale sur les territoires. Parce qu'il y a une interprétation des régions. Donc, si tu veux, on n'a même pas, si tu veux, moi j'étais pour jusqu'à maintenant une administration centrale qui après irrigue les régions, mais ça ne marche pas. Parce que Oui. les ARS font une interprétation à leur sauce des directives. Donc, ça ne marche pas. Oui, puis les C'est directives, effrayant. elles viennent de l'État, les directives. Non, moi, ce que je veux dire, en termes de responsabilité, aujourd'hui, je me mets à la place d'un politique. Si j'étais à leur place, je ferais pareil, hein, c'est évident. Les politiques au niveau d'une région n'ont aucun intérêt à ce que le système soit bien organisé et vertueux et responsable. Ce n'est pas eux qui payent. Donc, on assiste aujourd'hui à la reconstruction d'établissements avec des sommes considérables par décision de l'État, alors que ça va entraîner des dépenses d'exploitation et donc des déficits demain qui vont être incommensurables. Si la région était responsable de la gestion d'une enveloppe de fonctionnement, elle refuserait des investissements qui génèrent des coûts d'exploitation. Je te rejoins là-dessus. Et investissement qu'on pourrait faire dans le numérique pour coordonner les parcours et qui serait beaucoup plus efficient, par exemple. Et bien entendu, parce que l'investissement de demain, ce n'est pas les murs, c'est le numérique, c'est le système d'information. Je trouve que c'est deux belles propositions. Écoutez, je vous invite à dispo pour y travailler. Je vous invite à venir. Je pensais bien qu'on allait terminer là-dessus. Je pensais bien qu'on allait terminer là-dessus. Et d'ailleurs, Gérard, ça me permettra de faire référence au colloque que vous organisez le 19 mai prochain, après-midi, de 14 à 18 heures, à l'espace Christialia, BFM Christialia, qui se trouve rue de la Glacière, justement sur le thème de décentraliser et de libérer le système de santé. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important. Et on se fera le relais chez Neil, justement, de cette manifestation, quand tu le désireras. Merci beaucoup. J'espère que Sophie et Lamine y participeront. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Bon, merci. Voilà. Alors, merci à vous deux. Merci pour cette tranche de vérité qui fait bien plaisir de temps en temps d'avoir une parole qui ne soit pas une parole de langue de bois. Et on a entendu plein de choses qu'on aimerait vouloir voir arriver. Donc, je crois que ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles ça nous permet d'avoir un peu d'espoir, en particulier pour les malades et leurs associations. Ça me fait penser qu'on fera un café Nil avec Action Patient, pardon, justement sur ces questions-là, sur le virage un peu intellectuel que prennent les patients, non plus comme étant consommateurs de soins, mais comme étant, d'une certaine manière, je ne peux pas dire co-organisateurs du système, mais du moins acteurs du système et acteurs à qui commence à devenir de plus en plus aigu sur ces questions-là. Et donc, on rencontrera Action
patient pardonnez-moi, le 16 avril prochain. Et le 2 avril prochain, on parlera également d'innovation, puisqu'on reçoit Nicolas Bouzou. Donc voilà, merci à tous de ce Café Nil. C'était pour moi un grand moment de fraîcheur. Et on se retrouve très très vite donc, pour parler de la suite. Merci Olivier. Merci à vous. Merci Sophie. Merci Olivier, Merci à merci tout le Sophie, monde. merci Lamine. Merci Lamine. Merci.